Signe ça, ou je m'assure que tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. Mon père a murmuré ces mots en écrasant ma main en sang sous sa chaussure. Quelques instants plus tôt, il m'avait frappé au visage devant 20 investisseurs potentiels parce que j'avais refusé de signer un document par lequel j'acceptais de reprendre à mon compte les 800 000 € de dette de mon frère. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas signé. Je me suis simplement levée, j'ai essuyé mon sang sur son tapis de créateur et je suis sortie. Avant que je ne vous raconte exactement comment je l'ai envoyé en prison 72 heures plus tard, dites-moi dans les commentaires, quelle est la chose que vous avez faite pour votre famille et que vous regrettez aujourd'hui? Je lis chaque histoire. Je ne suis pas allée à l'hôpital. J'ai conduit directement jusqu'à mon appartement, j'ai verrouillé la porte et je suis allée devant le lavabo de la salle de bain. Le visage qui me fixait dans le miroir était gonflé. Un bleu violacé commençait déjà à apparaître sur ma pommette, là où la chevalière de mon père avait entaillé la peau. J'ai nettoyé la coupure sur ma main avec de l'alcool, regardant le sang tourbillonner dans la bonde. Ça brûlait, mais la douleur me ramenait à la réalité. Elle me rappelait que j'étais toujours là. Je m'appelle Amandine. J'ai 29 ans, le jour, je suis directrice des opérations pour un cabinet de logistique à l'échelle européenne. Mon métier consiste à analyser des systèmes défaillants, à trouver les failles et à les réparer. Je ne pleure pas sur le lait renversé, je calcule le coût de la perte et je licencie la personne qui a renversé le verre. Pourtant, pendant des années, je n'ai pas su voir le système brisé juste sous mes yeux. Mes parents, Antoine et Isabelle, ne me détestaient pas. La haine aurait été plus simple. La haine implique une passion. Non, ils me voyaient comme un outil de gestion. J'étais le bouclier humain de la famille et leur compte d'épargne est silencieux. Quant à mon frère, Adrien, il était le produit de luxe que nous étions tous forcés de financer. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai ouvert mon ordinateur. Ma main lançait, mais mon esprit était froid comme de la glace. Je devais comprendre pourquoi cette soirée avait dégénéré ainsi. Antoine avait toujours été agressif, mais la violence en public était une nouveauté. C'était un homme qui tenait plus à son image qu'à son âme. Frapper sa fille devant 20 business angels n'était pas seulement cruel, c'était un suicide professionnel. À moins qu'il ne soit déjà fini. J'ai commencé à creuser. Je n'avais pas besoin de piratage sophistiqué, j'avais juste besoin de me souvenir. Je me suis rappelé qu'il y a 3 ans, quand Adrien a fêté ses 25 ans, il voulait une Porsche Cayenne pour faire du networking. Antoine n'avait pas les liquidités, alors il a imité ma signature sur un contrat de co-emprunteur. Je l'ai découvert quand la banque m'a appelé pour un impayé. Quand je les ai confrontés, ma mère a pleuré en disant que j'étais égoïste, qu'Adrien avait besoin d'avoir l'air de réussir pour réussir enfin. J'ai payé les arriérés pour sauver mon score de crédit. Ils appelaient ça de l'amour. Je vois maintenant que ce n'était que le premier versement d'un braquage. Pendant qu'Adrien jouait au PDG avec de l'argent qu'il n'avait pas gagné, je cumulais 3 boulots pour payer mon école de commerce parce que mon fonds d'études s'était, mystérieusement évaporé, lors d'un krach boursier. C'est du moins ce qu'Antoine m'avait raconté. J'ai regardé le tableau Excel que j'étais en train de construire. Les chiffres étaient terrifiants. Le départ des investisseurs ce soir n'avait pas seulement blessé l'orgueil d'Antoine, cela avait coupé son dernier fil de survie. Il n'essayait pas de m'intimider pour signer ce document par pure cupidité. Il le faisait parce qu'il était en cessation de paiement. Il avait tout englouti, son argent, la retraite de ma mère, apparemment, mon avenir, pour tenter de faire décoller la carrière d'Adrien. C'était un animal acculé. Il savait que sans ma signature, sans que j'accepte la responsabilité juridique des 800 000 € qu'il avait brûlés, le fisc et les banques viendraient le chercher. Il m'avait frappé par pure terreur. Mais en regardant mon bleu s'assombrir dans le miroir, j'ai réalisé une chose, c'est de moi qu'il aurait dû avoir peur. Il pensait m'avoir brisé dans ce salon de réception. Il ne réalisait pas qu'il venait de donner à une directrice des opérations toute la motivation nécessaire pour lancer l'audit final. Mon téléphone a sonné, déchirant le silence de l'appartement. C'était Isabelle. Pendant une fraction de seconde, une part naïve de moi, la petite fille qui voulait encore que sa mère la protège, a cru qu'elle appelait pour prendre de mes nouvelles.
Peut-être voulait-elle savoir si j'avais besoin de points de suture. Peut-être voulait-elle s'excuser d'être restée là, comme une statue, pendant que son mari m'agressait. J'ai décroché. Maman. Amandine, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix n'était pas empreinte d'inquiétude. Elle était lourde de panique. Tu as ruiné le lancement. Les investisseurs sont partis. Ton père fait les 100 pas dans le salon en disant qu'il va perdre la maison. Tu dois revenir. Tu dois arranger ça. Je suis restée assise, pressant le téléphone froid contre mon oreille meurtrie. Il m'a frappée, maman. Il m'a écrasé la main. Il était stressé, a-t-elle hurlé. Tu l'as provoqué. Tu sais quelle pression il subit. Reviens, signe les papiers, et nous pourrons oublier tout ça. Est-ce que tu veux nous voir à la rue? C'est ça que tu veux? Je l'ai écouté sangloter à l'autre bout du fil. Et pour la première fois en 29 ans, je l'ai vu clairement. On aime se dire que le parent silencieux est aussi une victime. On se dit qu'ils ont tout aussi peur, qu'ils sont tout aussi piégés. Mais c'est un mensonge que l'on s'invente pour survivre. Ma mère n'était pas une victime. Elle était le chauffeur de la voiture de fuite. Elle avait regardé le braquage se dérouler pendant des décennies. Et parce qu'elle pouvait vivre dans une belle demeure de Neuilly et porter des vêtements de luxe payés par mon avenir volé, elle restait silencieuse. Son silence n'était pas de la peur, c'était une transaction. Elle était prête à échanger ma sécurité contre son confort. Elle n'appelait pas pour me sauver. Elle appelait pour me traîner à nouveau sur la ligne de front afin de ne pas avoir à prendre la balle elle-même. Je ne reviendrai pas, ai-je dit. Ma voix était calme, me surprenant moi-même. Et dis à Antoine que s'il s'approche de mon appartement, j'appelle la police. Espèce de petite ingrate. J'ai raccroché. Puis j'ai éteint mon téléphone. Je devais voir l'ampleur des dégâts. Je devais savoir exactement ce qu'ils essayaient de cacher. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai navigué vers le portail en ligne de l'assurance vie familiale. Ma grand-mère l'avait ouverte pour Adrien et moi, avec un déblocage prévu à nos 25 ans. J'en avais 29. Je n'y avais jamais touché parce qu'Antoine insistait sur le fait que le marché était volatile et qu'il gérait tout pour une croissance maximale. J'ai tapé mon ancien mot de passe. Accès refusé. Bien sûr, il m'avait bloqué l'accès. Il se croyait malin. Mais les narcissiques ont un défaut fatal, ils sont prévisibles. Ils croient tellement en leur propre importance qu'ils oublient que les autres existent. J'ai cliqué sur « Mot de passe oublié ». La question de sécurité est apparue à l'écran. Ce n'était pas « Quel est le nom de jeune fille de votre mère ?» ou « Quel était le nom de votre premier animal ?» C'était une question personnalisée qu'Antoine avait dû configurer il y a des années, probablement en sirotant un cognac hors de prix. La question était « Qui est l'avenir de cette famille ?» Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas tapé mon propre nom. J'ai tapé « Adrien ». L'écran s'est chargé. Accès autorisé. J'ai presque eu un rire nerveux. C'était sombre, tordu et hilarant. Leur arrogance était leur pare-feu, et il était fin comme du papier. Ils étaient tellement obsédés par leur fils prodigue qu'ils en avaient littéralement fait la clé du coffre. Mais le rire est mort à la seconde où le tableau de bord s'est affiché. Le solde n'était pas seulement bas. Ce n'était pas juste une baisse de régime. C'était un cimetière. J'ai fixé l'écran, la lumière bleue se reflétant dans mes yeux comme un signal d'alarme. Le grand livre ne mentait pas. Les chiffres n'ont pas de favoris. Au cours des 5 dernières années, mon père n'avait pas géré le fonds, il l'avait vidé. J'ai fait défiler l'historique des transactions, et c'était comme lire le journal intime des échecs de mon frère, financé par mon héritage. 12 mars, 45 000 €, virement à une concession automobile. C'était la voiture d'Adrien. 4 août, 120 000 €, honoraires de conseil à Level Solutions URL. J'ai vérifié le registre du commerce. Le gérant était Adrien Hargrove. L'adresse était celle de son garçonnière à Boulogne. Il ne m'avait pas seulement demandé de reprendre une dette ce soir. Ils essayaient de me faire signer un contrat de prêt rétroactif pour couvrir le fait qu'ils m'avaient déjà volé 850 000 €.
Ils avaient besoin de cette trace écrite parce que, à en juger par la frénésie des retraits récents, ils faisaient l'objet d'un contrôle fiscal. Une rage froide s'est installée dans ma poitrine. Ce n'était pas la colère brûlante et larmoyante d'une fille trahie. C'était la fureur clinique et glaciale d'un auditeur qui vient de trouver l'anomalie qui va faire couler l'entreprise. Puis j'ai vu la preuve irréfutable. Tout en bas de l'écran, il y avait une transaction programmée. Date, ce vendredi. Montant, le solde restant. Destination, un code SWIFT pour un compte aux îles Caïmans. Ils ne se contentaient pas de couvrir leurs traces. Ils vidaient les lieux. Antoine prévoyait de drainer les derniers restes du compte, de l'argent qui m'appartenait légalement et de le transférer à l'étranger avant que les investisseurs de la soirée ne puissent le poursuivre pour fraude. J'ai regardé l'heure. Il était 2 heures du matin. Si j'allais à la police maintenant, il me dirait que c'est une affaire civile. Il me dirait de prendre un avocat. Et le temps qu'une commission rogatoire soit délivrée, l'argent serait aux Caraïbes et Antoine prétendrait qu'il s'agissait de frais de gestion. Je devais stopper ce virement. Et pour cela, je devais transformer ce conflit familial en crime fédéral en moins de 48 heures. J'ai repris mon téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 2 ans. Amandine ? La voix à l'autre bout était rauque de sommeil. Il est 3 heures du matin. Je sais, Marc. Je suis désolée. Marc était un expert comptable judiciaire avec qui j'avais travaillé sur une fusion logistique des années auparavant. Nous nous étions liés d'amitié autour de notre haine commune pour la comptabilité bâclée. J'ai besoin d'un service, et j'ai besoin d'un contact au parquet national financier, division de la délinquance astucieuse. Qu'est-ce que tu as trouvé ? A-t-il demandé, le sommeil quittant instantanément sa voix. Il savait que je n'appellerais pas si l'immeuble n'était pas en flammes. Fraude bancaire, abus de biens sociaux et dissipation imminente d'actifs, ai-je dit, les yeux fixés sur ce transfert en attente. J'ai les journaux de connexion. J'ai les enregistrements des sociétés écrans. Mais le suspect déplace les fonds offshore ce vendredi. J'ai besoin d'un gel immédiat et d'un flagrant délit. Qui est la cible ? J'ai pris une inspiration. C'était le moment. Une fois son nom prononcé, il n'y aurait plus de retour en arrière. Je ne signalais pas seulement un criminel. J'enterrais mon père. Antoine Hargrove, ai-je dit. Mon père. Marc est resté silencieux un instant. Puis il a dit, je passe les appels. Envoie-moi tout ce que tu as. J'ai cliqué sur envoyer. Aucune culpabilité, juste de la précision. Antoine pensait bluffer une fille ignorante. Il ne réalisait pas qu'il jouait contre la banque. Vendredi matin, Antoine et Adrien sont entrés dans un gratte-ciel du quartier de la Défense, vêtus de costumes de luxe, portant leur assurance comme un parfum. Je les ai rejoints dans le hall, mon bleu camouflé par du maquillage, mes mains encore bandées. Antoine y a jeté un coup d'œil distrait, me gratifiant d'un hochement de tête sec, comme si je m'étais enfin décidé à être sage. À l'étage, la salle de conseil respirait le pouvoir, vue imprenable sur Paris, table en acajou, et 2 investisseurs au visage de marbre en costume gris. J'ai présenté mon père et mon frère comme les fondateurs. Antoine a fait glisser un dossier comme un joueur de cartes professionnel et s'est vanté d'avoir près d'1 million d'euros de réserve de trésorerie, présentant des relevés falsifiés avec un charme désarmant. L'investisseur principal n'a pas eu l'air impressionné. Il a calmement poussé une seule page vers lui, une attestation sur l'honneur des actifs, une exigence légale. Le document stipulait, sous peine de poursuite pénale pour parjure, que les fonds listés leur appartenaient légalement, étaient d'origine licite et libres de tout gage. C'était le bord du précipice. Si Antoine hésitait, le piège pouvait vaciller. Il n'a pas hésité. Les narcissiques ne voient pas les pièges. Il a ri, a signé sans lire et a passé le stylo à Adrien. Adrien a souri avec arrogance et a signé lui aussi. Encre fraîche, crime consommé. Antoine attendait des poignées de main et un investissement de 5 millions d'euros. Au lieu de cela, l'investisseur a ouvert un portefeuille en cuir et l'a posé sur la table. Un signe doré a brillé sous les spots. Antoine et Adrien Hargrove, a-t-il dit d'une voix devenue tranchante.
Commissaire Miller, brigade de répression de la délinquance économique. Antoine s'est figé. Adrien a laissé échapper un son étranglé. Miller a énuméré les chefs d'inculpation comme on lit une facture: fraude bancaire, faux et usage de faux, usurpation d'identité aggravée, blanchiment d'argent. Les portes se sont ouvertes. 4 officiers en uniforme sont entrés avec une rapidité calme et exercée. Adrien a tenté de se diriger vers une sortie, mais elle était déjà bloquée. Antoine a bégayé que c'était un malentendu, que je lui avais tendu un piège. Miller l'a coupé. J'avais fourni l'audit judiciaire du fonds qu'il avait vidé, les dossiers des sociétés écrans et l'alerte sur le transfert de fonds volés vers l'étranger. Puis Miller a tapoté l'attestation sur l'honneur. Cette signature prouvait qu'ils avaient sciemment menti pour obtenir des fonds. Le clou du cercueil. Antoine m'a regardé, dépouillé de son arrogance, réduit à la peur. « Amandine » a-t-il murmuré. « Je suis ton père. » Je me suis levé, j'ai lissé ma veste et j'ai plongé mon regard dans le sien. « Tu n'as pas signé un contrat, papa. Tu as signé des aveux. Cette signature vaut 20 ans. » Les menottes ont cliqueté. L'homme qui m'avait frappé 3 jours plus tôt s'est effondré alors que toute combativité quittait son corps. Adrien sanglotait, rejetant la faute sur tout le monde sauf sur lui-même. En bas, dans le hall, la scène est devenue un brouhaha de chuchotements, mais pour moi, tout semblait silencieux. Antoine a été emmené, tête basse, costume froissé. Adrien suivait, pleurant toujours. Puis il y a eu ma mère, Isabelle, qui attendait de bonnes nouvelles. Elle ne s'est pas précipitée vers eux. Elle a hurlé devant le spectacle. « Pas ici. Emmenez-les par derrière. Qu'est-ce que les voisins vont penser ?» Même à cet instant, elle se souciait plus du public que du désastre. Elle m'a repéré et a bondi vers moi, le visage déformé par le venin, hurlant que je les avais détruits. Je ne me suis pas arrêtée. Je suis passé devant elle, d'un pas assuré, franchissant les portes tambours pour retrouver l'air pur de la ville. Le bruit de la rue, les klaxons, les sirènes, les conversations, tout cela sonnait comme une mélodie. J'ai sorti mon téléphone. Maman, bloqué. Papa, supprimé. Adrien, supprimé. Pas de danse de la victoire, juste un poids immense qui quittait ma poitrine. La maison serait saisie, les comptes gelés, les parasites étaient désormais enfermés dans les conséquences qu'ils avaient eux-mêmes construites. Je me suis dirigé vers le métro pour rentrer dans mon petit appartement. Mon travail, ma vie. Je pensais autrefois que la vengeance consistait à leur faire payer. Je sais maintenant que c'est plus simple, c'est refuser de payer pour eux, pour toujours. Je suis libre. Si vous avez déjà dû devenir le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre juste pour survivre, écrivez « survivant » dans les commentaires. Partagez ceci si vous croyez que la liberté vaut la peine de se battre.